travailler sur des blessures d'âme, je suis désolée, ça ne se fait pas en un week-end. L'enjeu de l'initiatique, c'est d'aller au cœur et dépasser justement cet enfant blessé. D'accord. J'accompagne les gens à devenir infidèles en un mot pour devenir infidèles en deux mots, mais fidèles à cet amour de soi. Cette femme qui m'a accompagnée à naître, je l'ai aussi accompagnée à naître à autre chose. Et là, j'étais choquée, perturbée. Dans son regard, elle a compris que je l'avais vue, mais pas la forme, que j'ai vu l'être. Je vois juste de l'amour. Le plaisir d'accueillir sur les canapés Doumbouina qui est installé pour nous parler évidemment de son parcours. On était déjà en train d'en discuter un peu hors antenne parce qu'il y a des choses assez étonnantes. Guide initiatique, bonjour Doumbouina. Bonjour. Merci infiniment d'être là. Je suis très heureux de vous accueillir ici sur ce plateau. Alors c'est vrai qu'il faut mettre quand même les pieds dans le plat dès le départ parce que quand on annonce guide initiatique, le ton est donné. Oui. Que vous assumez. Totalement. Parce qu'il y a un petit côté, mon Dieu, mais se prendre pour un guide, on peut aussi parfois être un peu interpellé, interloqué. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, ce que je mets derrière le guide, c'est pas le guide dans le sens du gourou. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, pas du tout. J'ai choisi depuis le décès de ma mère de me repositionner par rapport à ma posture, puisque pendant plusieurs années, j'étais thérapeute. Je le suis encore, je continue encore à accompagner les personnes. Mais comme j'ai choisi mon positionnement et des nouvelles personnes que je compte accompagner, j'ai choisi de prendre cette place de guide et non pas de thérapeute. Pourquoi je fais une différence entre le guide et le thérapeute? Tout simplement parce qu'en fait, dans ma posture de thérapeute, même si j'étais thérapeute initiatique, puisque j'ai cette approche initiatique que j'ai actualisée avec la voix de l'amoureux, Aruna Lipschitz, je travaille donc sur les différents plans, c'est-à-dire le plan physique, on va dire le corps physique, énergétique, émotionnel, mental, et au niveau de l'âme, puisque l'approche initiatique nous renvoie à l'origine. Et notre origine peut se limiter quand on est uniquement avec la dimension psychologique, c'est-à-dire mon origine, c'est mon père et ma mère, et éventuellement un peu de transgénérationnel, ou mon origine, c'est je suis à l'origine de cette lignée, donc de mes grands-parents, de toute ma lignée et de mon père. Donc il n'y a plus personne à accuser. Ça, c'est l'approche initiatique qui est pour moi extraordinaire, et elle correspond à mes exigences. On va peut-être en parler plus tard. La dimension psychologique se limite à papa et maman, puisque l'enjeu du psychologique, c'est de guérir de son enfant blessé. Alors que l'enjeu de l'initiatique, c'est d'aller au cœur et dépasser justement cet enfant blessé pour retrouver notre dimension, on va dire notre essence, notre dimension universelle. Donc il n'y a plus papa, maman, il y a moi en tant qu'humain, en tant qu'âme, qui vient faire une expérience collective, même si elle est au cœur de mon expérience individuelle. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Et donc, pendant toutes ces années, j'ai été thérapeute et j'ai constaté quelque chose lorsque j'ai accompagné ma mère. C'est que c'est comme si j'avais accompli quelque chose et ma posture de thérapeute n'avait plus de sens, en fait. J'ai vraiment, je veux dire, cette femme qui m'a accompagnée à naître, je l'ai aussi accompagnée à naître à autre chose. Et ça a été pour moi le plus beau des cadeaux. Et après ça, il y a quelque chose qui s'était plus ou moins, on va dire, pas éteint, mais je ne trouvais plus de sens dans la manière dont j'accompagnais les personnes. Et j'ai choisi donc de transformer, on va dire, mes accompagnements en 3 mois, 6 mois et 9 mois, parce que derrière, il y a également des codes, on va peut-être en parler. Absolument. Mais ça veut dire quoi? Que la posture de thérapeute était trop limitée au champ d'action que vous aviez envie d'aborder? Alors, c'est pas limité, mais elle mettait les gens dans une forme de confort et de sécurité. Ça, c'est mon expérience. Ça fait plus d'une vingtaine d'années, on va dire, que je suis sur le terrain de la thérapie. Et j'ai constaté 2 choses. Les gens vont faire un travail au départ parce qu'elles viennent avec leurs blessures. Voilà, elles ont envie de transformation, ainsi de suite. Et au bout d'un moment, en fonction de l'approche, bien évidemment, que les thérapeutes vont avoir, moi, j'avais une approche, on va dire, de thérapie longue et non pas de thérapie courte. Eh bien, les personnes, à un moment donné, surtout quand elles rentrent dans le transfert, parce que dans les thérapies longues, c'est le transfert qui guérit. À un moment donné, elles vont trouver un cadre de sécurité qui souvent les empêche de passer à autre chose. C'est-à-dire qu'elles préfèrent rester dans leur zone de confort. Chez le thérapeute. Chez le thérapeute, plutôt que d'aller vers cette autonomie que moi, je propose avec mon approche initiatique. Et donc, j'ai constaté ça. Et en plus, ça s'est fait au moment où, justement, j'étais en train d'accompagner ma mère. Et du coup, en fait, on va dire que c'est la vie qui m'emmène aujourd'hui à aller vers une autre direction. Et ça fait partie de mon chemin de vie aussi. J'ai remarqué que je vis souvent des cycles de 12 ans, comme ça. Chaque 12 ans, en fait, je passe à un autre niveau.
Là, on en est à combien, là? Là, je commence un nouveau cycle. Voilà, je commence, et c'est très bien que ça se passe avec cette année 1 qui commence en 2026. Donc voilà. Alors, on dit souvent, quand on parle des guides, on a tout de suite une pensée à une connexion à l'invisible. Oui. Et cette connexion à l'invisible, vous l'avez toujours eue. Bien sûr, je suis née dans un cadre familial qui était déjà, on va dire, familier à tous ces plans invisibles, par ma mère qui était malgache, et mon père congolais. On va dire, les deux traditions se sont réunies avec une vision, on va dire, de l'invisible comme on voit le visible. Moi, je me souviens, par exemple, quand j'étais enfant, en fait, j'ai vécu, entre ma naissance et l'âge de 7 ans, j'ai vécu dans plusieurs pays, enfin, plusieurs, pas beaucoup, mais au Congo, à Madagascar et en France. Et à l'âge de 7 ans, je suis repartie au Congo. Et quand j'étais dans une école, on était dans une école où, quand il pleuvait, il y avait énormément d'eau. Et moi, je voyais des sirènes, en fait. Vous allez me dire, mais je parle de ça plus de 35 ans après. Hein. C'est-à-dire que pour moi, c'était normal, en fait. Je pensais que tout le monde voyait ce que je vois. Et en fait, c'est plus tard que j'ai réalisé, en fait, que ce que je voyais l'autre plan, en fait. C'est pas que les sirènes étaient là. C'est-à-dire que là où il y avait des endroits où il y avait de l'eau, j'arrivais à percevoir ce qu'il y avait de l'autre côté. Et donc, du coup... c'est plus tard, quand je posais des questions à mes parents, qu'ils me confirmaient certaines choses. Et d'ailleurs, une fois, j'ai demandé à mon père, mais pourquoi vous m'avez caché, en fait, certaines choses? Parce qu'eux, ils étaient également dans des confréries, entre guillemets, ésotériques, sans rentrer dans les détails. Et en fait, ils savaient que par rapport à ma sensibilité et l'âme que je suis... Vous aviez ça. C'était important pour moi de faire mes propres choix et non pas d'être influencé parce que mes parents étaient également dans une voie initiatique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Absolument. Il y a quelque chose qui m'a vraiment impressionné quand il y a eu la guerre au Congo. On a été donc évacués, Dieu merci. Et en revenant, je découvre tous les bouquins ésotériques qui étaient toujours là, devant mes yeux. Mais mes parents avaient mis comme une espèce de voile d'invisibilité qui m'empêchait d'aller chercher ces bouquins ésotériques. Et donc, il fallait que j'aille à la bibliothèque pour aller chercher mes bouquins de Freud, de spiritualité, ainsi de suite, alors que tout était là. Il n'y a que 2 bouquins que j'ai pu avoir accès. C'était un bouquin de Swami Muktananda, d'ailleurs, qui m'a beaucoup impacté. Et puis, un autre livre, bon, ça, c'était pas par rapport à l'ésotérisme, c'était Au nom de tous les miens. Donc, en fait, ça a été 2 livres qui venaient résonner avec mon histoire d'âme. Et c'est au fur et à mesure de mon chemin que mes parents me confirmaient certaines choses parce qu'ils attendaient que je pose des questions et que je demande plutôt que de m'influencer dans quelque chose qui... Quand vous dites guide initiatique, il y a évidemment tout de suite une dimension spirituelle, mais vous allez même plus loin, vous allez un cran au-dessus, c'est-à-dire vous parlez de dimension ésotérique. Oui. Cette dimension ésotérique, comment est-ce que vous la décrivez? Comment est-ce que Alors, vous l'expliquez? pour moi, l'ésotérique, c'est la conscience que nous vivons sur plusieurs plans et qu'il y a des choses qui doivent rester cachées pour éviter justement que des personnes qui n'ont pas suffisamment la structure pour voir ce qu'il y a de l'autre côté se brûlent, entre guillemets. Donc, en fait, il y a le côté exotérique et il y a le côté ésotérique. Et donc, dans cette dimension ésotérique, on va trouver différentes choses. On peut y mettre, on va dire, différentes choses comme, par exemple, dans les religions, je vais prendre les dogmes, par exemple. Toutes les religions, pour moi, ont un côté ésotérique. Si on prend le christianisme, il y a le côté ésotérisme du christianisme. On va prendre l'islam, c'est la même chose. On va prendre le judaïsme, c'est la même chose. Et en fait, ce sont des éléments qui portent la tradition de ce qui va faire le dogme, plus ou moins, ou de ce qui va être rendu visible auprès de la masse, si je peux utiliser cette expression sans jugement, bien sûr. Et les dogmes, vous en parlez, parce que vous avez grandi dans ces dogmes-là. Oui, j'ai grandi dans le christianisme, et à l'âge de 12 ans, j'ai dit à mes parents, j'arrête, parce que je ne croyais pas à la manière dont on expliquait le divin à travers la Bible. Et donc, une fois, moi, j'ai commencé mon catéchisme, je devais avoir peut-être 8 ans ou 9 ans. J'ai eu ma première communion, ma confirmation, et j'étais vraiment, on va dire, une amoureuse de Dieu. Et puis, à un moment donné, en fait, je découvre, je dis, mais pourquoi, si Dieu est bon, il permet tout ce qu'il y a comme catastrophe dans notre humanité? Pourquoi il a permis l'esclavage? Pourquoi il a permis la colonisation? Pourquoi il a permis les guerres? Pourquoi il a permis toutes ces choses-là? Et là, j'ai dit stop à ça. Et en fait, j'étais en train de... Et donc, je dis à ma mère que j'allais arrêter. Elle me dit, mais vas-y quand même jusqu'à la profession de foi. La profession de foi, c'est l'histoire où on a Marie, là. Donc, pour la faire plaisir, j'y suis allée jusque-là et j'ai arrêté. Et je tombe après sur le bouquin de Swami Muktananda qui, là, m'a ouvert vraiment à cette quête, on va dire, existentielle dans laquelle j'étais toujours, c'est-à-dire cette quête de mon âme,
avec cette résonance que j'avais avec l'Inde, avec les swamis, avec les prêtres, et ainsi de suite. Et si certaines réponses à vos questions existaient déjà, mais que vous ne les perceviez pas encore? La voyance fonctionne souvent de manière surprenante. Parfois, une information apparaît bien avant que la situation se produise réellement. Et lorsque, justement, des événements arrivent, quelques mois plus tard, un peu plus tard, beaucoup de personnes me disent « Maintenant, je comprends mieux, Stéphane, ce que vous vouliez dire ». Ces moments rappellent que notre vie, justement, avance par étapes et que certaines périodes sont là pour nous faire évoluer, nous faire grandir. Et la voyance, justement, peut alors devenir un outil pour mieux comprendre ces passages de vie, comme une projection, comme une guidance quelque part. Et justement, si vous souhaitiez découvrir cette expérience de voyance en direct, je vous donne rendez-vous bientôt. Vous pouvez trouver toutes les informations et le lien de réservation juste ici. Et vous savez que tous ceux qui ont cette dimension christique, à ces grandes questions existentielles du « et pourquoi Oui, et pourquoi est-ce que Dieu laisse faire ça, etc., les gens vont vous répondre « mais Dieu ne fait rien. Il n'y a que l'homme Bien sûr, qui bien fait. sûr, bien sûr, tout à fait. Et s'il y a cette dimension du mal, c'est une dimension humaine Oui, pure. tout à fait. Et en fait, là, je vous parle de ça, j'avais 12 ans. Bien sûr. Et donc, moi, j'ai fait après tout mon chemin en m'intéressant, on va dire, aux traditions indiennes, en m'intéressant au taoïsme, à toutes les autres traditions, pour finalement revenir à la base, qui était le christianisme, mais non plus à l'endroit du dogme, mais à l'endroit du symbole, de la dimension, on va dire, symbolique, de la dimension, on va dire, de l'histoire que Jésus va nous raconter, en sachant que Jésus n'est que le représentant, on va dire, d'un principe qui va être le principe christique, qui va être, dans d'autres traditions égyptiennes, ils vont appeler ça Horus. En fait, ce sont que des mises à jour de quelque chose qui existait déjà avant. Et là, ça m'a réconcilié donc avec, on va dire, non pas vraiment avec le dogme, parce qu'à cette époque-là, j'étais encore fâchée avec celui que j'appelle Papa Dieu. C'est la raison pour laquelle je parle beaucoup de la source, parce que je fais une différence entre Dieu et la source. Expliquez-nous. La source, pour moi, c'est le tout. Et là où il y a le tout, il n'y a le rien. Et cette source va faire l'expérience d'elle-même par Dieu. Et Dieu, c'est le multiple. Et c'est pour ça que je nomme un tout. Pour moi, le un, c'est Dieu, et le tout, c'est la source. Et le un est dans le tout, et le tout est dans l'un. Et donc, en faisant cette différence-là, ça m'a permis justement de revenir à ma propre source, que j'appelais le tout. Et avant, j'étais dans cette profonde nostalgie du tout, avant d'aller vers la voie de la conscience. Et donc, du coup, en revenant à ma source, je me suis réconciliée avec cette part humaine en moi, dont j'étais justement en colère, d'où le fait que j'ai quitté le dogme. Et en me réconciliant à cette part humaine-là, j'ai pu réaliser justement cette part divine en moi qui n'avait rien à voir avec ce que le dogme me proposait, mais qui était au-delà justement de la forme du dogme. Et ça, ce cheminement-là, vous l'avez fait même quand vous étiez thérapeute? Ah mais bien sûr. De Ouais, toute façon, pour moi, je pense que quand on commence, on sait quand on commence, on ne sait pas quand on se... Évidemment, c'est le chemin d'une vie. Mais Évidemment. bien sûr, bien sûr. Ouais. Là, je suis toujours en processus, un peu différemment d'avant. J'ai mon superviseur qui m'accompagne, et particulièrement dans cette transition de vie que je suis en train de traverser depuis 1 an et quelques mois maintenant. Donc, c'est important. Alors, il y a, et vous l'aurez remarqué, vous allez voir autour de la vidéo, il y a évidemment l'anagramme. Oui. Avec ces 4 lettres. Oui. Le fameux M. Oui. Qui veut dire, dans votre analyse, oui. dans votre approche... Accompagnement initiatique mental et émotionnel. Voilà. D'où ça vient? D'où ça vient? Ça vient de ce qui m'a toujours animé, qui est cette force d'amour. Moi, j'ai intégré encore plus la force d'amour lorsque j'ai accompagné ma mère. Donc, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qui s'est passé, mais ça a duré 3 mois. Et dans les 3 mois, ma mère nous a donné, à mes frères et moi, une force qui, pour moi, me dépassait. Une force d'amour? C'était l'amour, en fait. C'est-à-dire que cette femme qui nous a toujours aimés, bien évidemment, et vous savez comment sont les mères d'une certaine génération, elle donne son amour en faisant à manger, en étant présente, bien sûr. Très peu par des gestes, des câlins ou des mots. Elle, c'était surtout à manger et la présence. Et là, elle n'était plus dans le faire. Et la seule chose qui traversait justement son amour, c'était le regard. Et dans son regard, il y avait cet amour. Mais cet amour, c'était une force. Et j'ai pu connecter avec cette force d'amour-là
enfin, je veux dire que la force d'amour que ma mère m'a renvoyée, m'a reconnectée avec quelque chose que j'avais déjà touché auparavant, sans être reconnaissante à cette époque de cette force d'amour. Ça s'est passé en 2 temps. Le premier temps, c'était avec les dauphins. La première fois que j'ai nagé avec les dauphins, j'ai fait une dépression, c'était la seule dépression que j'ai fait dans ma vie d'ailleurs, qui a duré 3 mois, parce que le dauphin, dans le regard du dauphin, il me disait « aime-toi ». Et j'étais choquée. Je rentre en France et je me mets à... J'étais pas bien de constater que finalement, je ne m'aimais pas, en fait. C'est-à-dire, j'étais toujours dans une recherche extérieure et je n'avais pas d'amour pour moi. Et la deuxième fois, ça a été dans le regard d'Aruna Lipschitz. Grande dame qu'on a reçue ici, d'ailleurs. Et là, c'était quelque chose de puissant parce que ce n'était plus la projection que j'avais d'elle, parce que moi, je projetais sur elle, on va dire, la toute-puissance de Dieu, au-delà même de Dieu. C'était c'était vraiment le tout. Et là, il n'y avait plus, non seulement plus la projection, mais plus aussi la fonction de ce qu'elle était, ce qu'elle représentait pour moi. Et c'était juste un être que je voyais. Elle me renvoie un miroir, et quand je la regarde dans le miroir qu'elle me renvoie, je vois juste de l'amour. Et là, j'étais choquée, perturbée. Et dans son regard, elle a compris que je l'avais vue, mais pas la forme, que j'ai vu l'être. J'ai mis des mois à m'en remettre. Et d'ailleurs, à ce moment-là, je lui ai dit, Aruna, je vais faire une pause dans l'accompagnement. Et c'était une bonne chose pour moi. Parce que je pense que si je n'avais pas choisi de faire cette pause, je serais restée dans une dépendance à l'amour. Donc, ces 2 événements m'ont permis, quand j'ai accompagné ma mère, de me reconnecter, de retrouver cette force d'amour-là, qui a toujours été, puisque dans mes accompagnements, c'est pas nouveau que j'ai ce parcours M, c'est ça qui guidait justement tout ce que je proposais. Dans ce cadre d'amour, il y a le non-jugement, la confidentialité, la bienveillance et le non-passage à l'acte. Et c'est ça qui permet aux personnes justement de pouvoir avoir confiance, donc de se confier et de retrouver cette sécurité de base. Ce qui est assez incroyable dans votre histoire, c'est que sur les 2 exemples de cette reconnexion à l'amour que vous avez, ce ressenti à l'amour que vous avez, vous mettez sur le même plan l'accompagnement que vous avez pu faire, l'accompagnement en fin de vie de votre maman qui a duré 3 mois, et cet accompagnement que vous avez pu avoir avec Aruna. C'est incroyable de mettre au même plan, sur le même plan, la même puissance d'amour. Oui. J'ai même beaucoup d'émotions quand je vous dis ça, parce que... Et je remercie mon âme, parce que je sais que je suis dans une voie où l'un de mes enjeux était de remettre la loi, le cadre. Donc, quand je parle de loi, je parle vraiment de ce cadre dans lequel on ne transgresse pas. Et ça, c'est grâce à la voix de l'amoureux et à Aruna que j'ai pu, moi, me réapproprier justement ces espaces où il y avait encore peut-être des espaces de confusion, où tout était dans tout. Et sans ce passage dans le cadre de la voix de l'amoureux, j'aurais été, on va dire, dans une forme de gouroutisation de mon cadre d'accompagnement avec ces anciennes mémoires de spiritualité où tout est dans tout. Ouais, c'est ça. Et que ça ne faisait plus partie de mon dossier dans cette existence. Et d'ailleurs, quand j'ai envoyé un message récemment à Aruna pour lui dire que là, je pense que je viens de clôturer ce cycle de 9 ans où justement j'ai fait ma réparation en lien avec l'un des derniers miroirs qu'elle m'avait renvoyé, j'étais heureuse de voir le retour que j'ai eu. Et là, j'ai dit, c'est bon, je peux passer vraiment à autre chose. Comment alors, pour le coup, sur cette force d'amour, c'est un parcours, le parcours M, mais c'est un programme aussi en même temps d'accompagnement? Oui, bien sûr, c'est un chemin. Je dirais que c'est un chemin parce que dans le parcours M, on pourrait dire que c'est la porte d'entrée. En fait, mon accompagnement se base sur 3 axes. Il y a la science initiatique, la sagesse ancestrale et la puissance transformatrice de l'eau. Ça, ce sont les 3 axes à l'intérieur desquels, on va dire, se déploient 4 piliers. Il y a le parcours M, le cycle des saisons, la méthode Kizola, qui est un travail d'accompagnement dans l'eau chaude pour libérer justement toutes les mémoires transgénérationnelles, et la voie initiatique de l'eau, la vie, dans lequel là, on déploie vraiment sa zone d'excellence authentique unique, ce que j'appelle la zone d'eau. Donc en fait, c'est un chemin, c'est pas des étapes, parce qu'on peut arriver par la méthode Kizola, on peut arriver par la vie, on peut arriver par le cycle des saisons, mais quoi qu'il en soit, ces différents passages-là se déploient en fonction du processus et en fonction de ce que la personne emmène comme blessure également. Donc, ce n'est pas des étapes petit A, petit B, petit C. J'accompagne l'humain et cet humain vient avec une histoire personnelle, transgénérationnelle et
universel. Sauf que pour bien expliquer, vous savez, en numérologie, moi je suis 8, donc il me faut le petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Oui. Ça, pour moi, c'est absolument Oui. essentiel et je me mets à la place de ceux qui regardent et qui ont besoin de ça et qui voudraient comprendre. Demain, je veux suivre votre accompagnement, l'accompagnement, ce chemin, donc M, et on reviendra sur l'eau tout à l'heure que vous avez évoqué. Comment ça se déroule concrètement ? Alors, la première chose, je vais d'abord faire un entretien avec la personne. Bien sûr. Pour savoir d'où elle vient. Parce que depuis quelques années, en fait, je n'accompagne que des personnes qui ont déjà une démarche thérapeutique. C'est-à-dire qui ont déjà fait une démarche thérapeutique. Des personnes qui sont encore, on va dire, dans le besoin de lire des livres, de regarder des vidéos sur YouTube ou d'être dans, entre guillemets, le développement personnel. Le cadre que je propose n'ira pas avec ces personnes-là parce que le positionnement initiatique est un positionnement exigeant. Imaginez, par exemple, vous dites, une personne qui vient et qui a vécu des abus sexuels. Avec son père, sa mère, ou peu importe. Et que dans mon cadre, on se remet à l'origine de notre histoire. Vous pensez que cette personne peut l'entendre ? Bien évidemment, quand la personne elle arrive, lorsque je fais les 3 premières séances, je ne lui dis pas que vous êtes à l'origine d'avoir choisi une famille où vous alliez être. Je ne le dis pas, bien évidemment. C'est sûr. Mais le processus va l'emmener à ça. Et donc, sachant que la personne ne pourra pas l'entendre, je fais d'abord donc cette première séance pour voir d'où la personne vient. Et ça, c'est très intéressant aussi, parce que si c'est une personne, par exemple, qui a déjà fait un chemin et qu'elle n'a pas encore clôturé avec ses anciens accompagnements, je ne commence pas le travail avec elle. Et la plupart des personnes qui vont venir et puis qui disent « Oui, mais en fait, là, je sens que j'ai atteint une limite avec mon thérapeute et que je ne peux plus avancer », je demande « Est-ce que votre thérapeute a validé le fait que là, vous partez vers autre chose ?» La personne va me dire « Mais pourquoi valider ? J'ai pas besoin de demander la permission. » J'ai dit « C'est pas une question de demander la permission. C'est important de clôturer des dossiers. Quand vous voulez ouvrir une porte, il faut en fermer une autre. » Et donc, lorsque la personne dit qu'elle ne peut pas faire ce travail avec son thérapeute, avant de commencer avec moi, on va d'abord bien finir ce qui a été. Donc, ça veut dire que vous préférez travailler avec des personnes qui démarrent de zéro ? C'est pas une question de démarrer de zéro. C'est de démarrer de zéro dans le fait qu'elles viennent avec des dossiers qu'elles ont clôturés pour qu'on puisse aller plus loin. Parce que si elles viennent avec des dossiers, on va dire des formes d'inaccomplis, en fait, elles vont reproduire le même schéma dans mon cadre. Donc, une fois qu'elles ont clôturé, refermé ces portes, voilà, exactement. Votre accompagnement commence. L'accompagnement peut vraiment commencer dans le sens où, bien évidemment, on va tenir compte du bagage que la personne a, heureusement. Et c'est grâce à tout le travail que la personne a fait avant qu'on peut aller un pas plus loin. Et là, le travail commence avec justement, bien évidemment, son histoire, d'où elle vient. Je pose certaines questions pour savoir justement où se trouve, on va dire, sa zone de compensation. Qu'est-ce qu'elle continue à reproduire comme schéma inconscient, répétitif, en lien avec des blessures non résolues de sa lignée. Parce qu'en général, moi j'ai remarqué à 99%, nous sommes, on va dire, le résultat de nos lignées et que nous venons avec justement leurs propres inaccomplis. Et à 99% des cas, c'est très rare de rencontrer une personne qui arrive et qui est vierge de tout son passé transgénérationnel. Donc du coup, en fait, c'est ça qui est intéressant parce que la personne va découvrir en fait qu'elle reproduit le même schéma que son aïeul, et que son aïeul qui était par exemple sage-femme, et qu'elle a toujours voulu être sage-femme et qu'elle s'est mise dans un travail qui ne la correspond pas. Et en fait, le chemin va consister finalement à reconnaître ce que cette sage-femme, on va dire sa grand-mère, lui a laissé pour pouvoir transformer ça et aller plus loin. Ça dure combien de temps, votre accompagnement ? Alors, jusqu'à présent, donc ça, je parle de ce que je faisais jusqu'à présent. Les personnes étaient dans un processus, ça pouvait durer 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Il y a des personnes, ça fait 7 ans qu'elles sont en processus avec moi. Voilà, c'est ça. Et donc, ça ne veut pas dire que elles évoluent. Hein. Elles évoluent. Elles ont eu vraiment des évolutions, pratiquement toutes. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai choisi d'arrêter avec ce cycle d'accompagnement-là pour proposer un accompagnement sur 3 mois, 6 mois ou 9 mois. Et particulièrement à des personnes qui ont déjà fait un processus avec des personnes, des thérapeutes ou des coachs, peu importe, et qui sont arrivés à une limite, et que là, justement, le parcours M et toute l'approche initiatique que j'ai peut aider. Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse ? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent ? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le Mystère des Couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. Il y a une question qu'on est en droit de se poser, c'est que vous avez aussi beaucoup de gens qui
savent que ça ne va pas, Oui. ressentent Mhm. que ça ne va pas, ou qu'ils aimeraient profondément changer quelque chose en eux, mais qui ne savent pas Mhm. où, quoi, comment, et qui n'ont peut-être jamais eu l'occasion de démarrer Oui. une approche, un parcours thérapeutique ou un accompagnement Mhm. spécifique. Ça veut dire que ces gens qui n'ont rien fait ne Mhm. peuvent pas vous contacter? Elles peuvent me contacter, moi je vais les recommander. Par exemple, je recommande même les personnes que j'accompagne à regarder. Souvent, je dis, bon, ben là, par rapport à là où tu en es, écoute cette vidéo-là à la voix de l'amoureux. Écoute telle ou telle vidéo, écoute tel ou tel cours. Et ça fait du lien avec ce que je propose moi au niveau Chéréos, au niveau des pratiques psychocorporelles que je propose. Une personne qui va me rencontrer, par exemple, lors de, pourquoi pas, un événement comme je suis en train de faire là, enfin un événement, Une émission? une émission, Mmh. et puis qui sent une résonance avec ce que je propose. Absolument. Donc l'entretien sera là pour définir justement si je pourrais l'accompagner dans un cadre qui va être, on va dire plutôt un cadre d'atelier, de groupe, parce qu'au sein du groupe, grâce à l'avancement des autres personnes, elle va pouvoir, on va dire, dépasser certaines choses qu'en individuel, Mhm. ça prendra beaucoup plus de temps et que sur le plan personnel, je ne pourrais pas l'aider parce que je serais moi-même freinée de lui renvoyer certaines choses qu'elle ne pourra pas supporter. Et donc, j'ai mis également en place en ligne, en fait, je propose des cours qui sont en lien avec tous les accompagnements que j'ai fait avant. Et donc, je peux recommander aux personnes d'aller écouter, de commencer. Mais là, ce sera, on va dire, ce sera comme un programme spécial que je proposerai à la personne pour suivre ces démarches, on va dire, oui, cette démarche-là, et d'être patient qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un enfant de faire des équations différentielles alors qu'il a besoin d'abord d'apprendre à compter. Et ce n'est pas un jugement. On est tous passés par, justement, on a tous commencé avec des livres, des... C'est important Voilà. que vous disiez ça, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui se posent ce genre de questions. Et notamment une question existentielle qui consiste à dire « Moi, je sais que je ne vais pas bien, mais je ne sais pas pourquoi. Il y en a plein. Oui. Je sais que ça ne va pas, qui sont évidemment enfermés dans un parcours métro-boulot-dodo, comme on entend régulièrement, qui savent qu'il y a sans doute des choses à changer, Bien sûr. mais qui ne savent pas d'où ça vient, et qui ne savent pas quelle direction prendre, qui ne savent pas qu'est-ce qui les impacte aussi de manière aussi négative. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour Mais ces bien gens-là? sûr, c'est-à-dire que je propose très régulièrement également des challenges ou des webinaires offerts que j'offre. Et avec ces webinaires-là, j'invite les personnes à me poser des questions, parce que moi, j'adore qu'on me pose des questions. C'est à travers les questions que les réponses arrivent, bien évidemment. Sûr. Et donc, en fait, à travers ces webinaires ou ces ateliers que je propose et que j'offre, on va dire, à titre gracieux, ben, les personnes vont pouvoir avoir une orientation, dire « Ah, ben en fait, oui, effectivement, je peux commencer avec ça. » C'est-à-dire qu'il faut que la personne me rencontre. Après, aujourd'hui, sur YouTube, on trouve énormément de choses. Et c'est aussi ça. Et parfois n'importe quoi. Exactement. Et c'est aussi ça, justement, où les personnes sont noyées dans pas mal de propositions, mais par où elles vont commencer. Et oui. Et en sachant aussi que beaucoup de personnes leur proposent, on va dire, la Lune. Moi, je ne propose pas la Lune. Je sais que ce que je propose va avoir des résultats, mais il y a un cadre à respecter. Donnez-moi un exemple d'un accompagnement de Oui. quelqu'un qui vous a profondément marqué, le fameux avant-après, d'une transformation, d'une évolution, Oui. de quelque chose qui a fondamentalement changé dans sa vie Ok. après. Oui, alors je vais vous votre parler accompagnement. de deux cas très intéressants. Donc la première, c'est une personne qui avait déjà fait, on va dire, 20 ans d'analyse et qui vient me rencontrer parce qu'elle était dans un schéma répétitif au niveau des relations. Elle attirait toujours le même type de relation, donc elle commence. Et au bout de même pas 6 mois, elle rencontre un nouveau compagnon. Et donc là, elle me dit, ah ben Doumouna, en fait, elle me dit, tu es une sorcière. Parce qu'en fait, avec toi, les choses fonctionnent vraiment. Et en fait, donc elle est restée 3 ans dans ce processus. Et au bout de ces 3 ans, elle a vu qu'elle ne pouvait plus, donc c'est le cadre d'accompagnement qui lui a montré qu'elle ne pouvait plus rester dans son ancien schéma et que là, elle avait véritablement la possibilité de faire une véritable bascule par rapport à son schéma répétitif. Elle a vu, elle ne pouvait plus se mentir à elle-même. Et elle a choisi d'arrêter. Parce qu'elle préférait rester dans un cadre où elle pourrait se plaindre que d'aller vers autre chose. Le confort de la victimisation. Exactement. Et donc, ça m'avait énormément surpris. D'ailleurs, j'en avais parlé à mon superviseur et il m'avait recommandé de lire le livre « La fin de la plainte » que je ne connaissais pas. Et donc, c'était quelque chose de très intéressant. Une autre personne... Mais ça, pour le coup, c'est pas une évolution positive, pour le coup, parce qu'elle arrête le process et l'accompagnement que vous préconisez parce qu'elle préfère être dans sa victimisation. Pour moi, ça a été positif dans le sens où, même elle, parce qu'elle a vu vraiment des évolutions. Sa vie a réellement changé, s'est transformée, mais la blessure qui la mettait dans un système
où elle était dans des schémas répétitifs. Elle a choisi de rester avec ce confort-là parce que c'était son identité. Et moi, j'ai remarqué que les personnes qui vont faire un accompagnement avec un thérapeute, les 3 premières années, on va dire, c'est le confort. On est dans le transfert positif au départ, c'est la lune de miel, et après on rentre dans le transfert négatif, et c'est là justement où c'est intéressant quand on est dans ce transfert négatif, parce que c'est là où on a la possibilité de dépasser le transfert. Et pour beaucoup de gens, souvent ils arrêtent à ce moment-là. C'est pour ça que des personnes qui ont fait 4 ans avec le même thérapeute, on peut dire que là, il y a quelque chose de l'ordre d'une forme de maturité en lien avec la conscience que la personne a de son histoire, et ce n'est plus une projection vers l'extérieur, qui peut lui permettre d'aller plus loin. Là, c'est le cas que je vais vous partager. Là, c'est une personne qui est d'origine africaine, qui vient avec une problématique identitaire très, 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 très blessée, c'est-à-dire que c'est un sale nègre, excusez-moi l'expression, parce que je suis noire, ben, du coup, je ne peux pas réussir dans ma vie. Et au bout de 3 ans, il est devenu cadre. Il gérait, en tout cas à l'époque, 2 boulangeries, et il se rend compte que, en fait, Doumbouya, je suis passé il était au chômage à cadre. Mais est-ce que je suis légitime de pouvoir accompagner des personnes, justement, dans mon cadre professionnel, moi qui suis un simple noir? Et donc, cette personne est toujours en processus avec moi. Ça fait 6 ans, là, il va commencer sa 6e année. Et nous sommes en train de travailler sur sa place en tant qu'humain, et non plus en tant que je suis noir, je suis arabe, je suis blanc, je suis une femme, ou tout ça, pour dépasser. Mais en même temps, on voit bien que c'est compliqué parce que l'impact de la colonisation et de la traite négrière est profondément engrammé au niveau cellulaire. Et oui, bien sûr. Donc, pour moi, ce sont des accompagnements où il y a eu du positif, des évolutions, mais en même temps, comme on travaille au niveau de l'âme, on ne transforme pas des blessures d'âme en un week-end. En tout cas, ça remet en question énormément de thérapies brèves. Oui. Qu'on entend à tout va. C'est-à-dire qu'on est à l'heure de la thérapie brève, la thérapie Kleenex. Exactement. On prend, on jette, micro-ondes. La thérapie micro-ondes. C'est ce que je dis, micro-ondes. Les thérapies brèves pour je vais faire une émission et puis j'ai pas confiance en moi. Je vais faire 6 séances justement pour aller travailler sur quelque chose qui m'empêcherait de prendre la parole. Oui. Mais aller travailler sur des blessures d'âme, je suis désolée, ça ne se fait pas en un week-end, ça ne se fait pas en une année. Et les thérapeutes qui vont vous dire que ça peut se faire en tant de temps, c'est un mensonge. C'est la raison pour laquelle le programme que je propose en 3, 6 et 9 mois, c'est uniquement un programme qui a été spécialement conçu pour des personnes qui sont arrivées justement à cette limite. Que, ben oui, là, j'ai cheminé à cet endroit, j'ai fait ça, et je sens qu'il y a une blessure profonde qui n'arrive pas à s'alchimiser, même si j'en suis conscient. Et là, vous mettez les pieds dans le plat du développement personnel et de l'accompagnement, du coaching même, au sens large. Bien sûr. Mais en fait, je pense que, vous voyez, quand vous prenez par exemple, je vais utiliser le terme d'Aruna, la géographie des corps, on a le corps physique, énergétique, émotionnel, mental, et puis les corps d'en haut. Et il y a des thérapies pour chaque corps. Si vous allez voir par exemple un masseur, et puis le masseur, il va prendre soin de votre corps physique, mais il ne va pas vous faire une thérapie. Il est en train de vous masser, je sors de là, l'enjeu c'est je me sens mieux, c'est un bien-être corporel. Vous allez aller voir un ostéopathe ou un acupuncteur, il va travailler certes sur votre corps physique, le corps énergétique également, et éventuellement il peut toucher quelque chose qui va réveiller des blessures parce qu'en médecine chinoise, on est également avec les émotions, et c'est là où sa limite va se placer, il va dire, bon écoutez, là il y a quelque chose, je vous invite à aller voir ce thérapeute-là, parce qu'il y a quelque chose dans vos énergies qui nécessite d'aller travailler sur telle émotion. On va aller voir un psychanalyste, par exemple. Son enjeu, c'est d'accompagner la personne à travailler sur ses blessures en lien avec l'enfant blessé. Papa, maman. C'est sa limite. On va aller voir un coach. Le coach, c'est motivation et ainsi de suite. C'est sa limite. Et si on va voir un thérapeute initiatique, il est au niveau de l'âme. Ça veut dire que s'il peut travailler au niveau de l'âme, toutes les autres couches, il a une conscience et une connaissance de ça, même s'il ne va pas aller travailler au niveau acupuncture, au niveau ostéopathique, et ainsi de suite. Mais il va recommander dans un cadre qui s'aligne avec la direction que l'âme est en train de prendre. Les outils que vous utilisez, il n'y a pas que l'échange verbal. Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous utilisez comme outil? Alors, beaucoup d'outils de respiration à sec, respiration dans l'eau. Je travaille beaucoup avec l'eau. Avec l'eau, parce que nous sommes faits de plus de 70% d'eau. de 70% d'eau.
Et que j'ai remarqué qu'avec l'eau, on peut revenir plus facilement et plus rapidement justement dans ces mémoires cellulaires pour les libérer. Déjà, pour les voir. Mais ça veut dire quoi? On se plonge dans l'eau? Oui, je travaille dans l'eau chaude. Ok. Dans l'eau chaude. Dans un bain d'eau chaude? Dans une piscine. D'accord. Dans une piscine d'eau chaude. Ça peut se faire également en baignoire, mais c'est pas du tout le même travail. Parce que quand je fais respirer les gens en baignoire, la personne est dans la baignoire toute seule. Moi, je suis là, j'accompagne. Mais quand je suis dans l'eau, je suis vraiment avec la personne, à faire des mouvements, à accompagner la personne, à respirer et à respirer sous l'eau. Et là, les personnes revivent très régulièrement leur mémoire intra-utérine. Et souvent, ça peut aller au niveau des mémoires transgénérationnelles et de l'âme. C'est étonnant, ça. Enfin, c'est comme approche. C'est incroyable. Alors, je ne sais pas si on fait ça au Congo, si ça se fait régulièrement, à Madagascar, si ça se fait régulièrement, ou c'est un truc que vous... Non, ça ne se fait pas au Congo, ça ne se fait pas à Madagascar, même si on va avoir des approches traditionnelles où on va travailler avec l'eau, le feu, l'air et enfin avec certains éléments. Moi, j'ai choisi cette voie de l'eau parce que je suis profondément en fait en connexion avec les consciences de l'eau. Et quand je parle de conscience de l'eau, je veux parler, pour rester dans cette lignée-là, des archanges, voilà, des anges, de toute cette hiérarchie qui œuvre sur la sphère de Yésod, si je reprends l'arbre de vie. La sphère de Yésod, c'est la sphère qui est gérée par l'archange Gabriel, qui est en lien avec l'élément eau, la nativité, et ainsi de suite. Et en tant que passeuse, justement, je passe par ce canal, justement, pour faire passer les âmes, autant celles qui partent que celles qui arrivent. Et c'est ça que quand on voit effectivement passeuse d'âme, ça n'est pas qu'un contact médiumnique défunt. Non, je ne fais pas de contact médiumnique. C'est pas ça. Je ne fais pas de contact médiumnique au niveau des défunts, j'aurais pu, mais c'est pas là où mon âme a choisi de faire certaines choses. Moi, j'ai la chance d'avoir cette connexion au monde invisible et que j'ai pu structurer pour rester en accord avec l'ère du Verseau dans lequel nous sommes en train d'entrer. Aujourd'hui, tout ce qui est ère du Poisson, où j'étais dans mes médiumnités chamaniques, ainsi de suite, pour moi, c'est démodé. La date de péremption est vraiment... c'est terminé, c'est terminé. Mais n'empêche que je porte justement toute la richesse de cette ère du Poisson-là, que je viens faire une mise à jour de ça pour actualiser ça avec ce que le Verseau nous demande. Et c'est ce que vous avez dit à Aruna. Et c'est ce que... C'est ce que vous avez dit à Aruna. Ah ben c'est ce que... disant j'arrête, je mets une pause, je fais une pause. Alors c'était pas par rapport à ça, parce qu'elle justement, elle m'a accompagnée à transformer, on va dire, toutes ces mémoires du tout. Elle m'a vraiment accompagnée à mettre de la structure dans mon travail. Ça, c'est indéniable. Je dirais que j'ai eu peur de la force d'amour que j'ai vue dans son regard. Peur dans le sens où ça allait me maintenir dans une dépendance à l'amour dans laquelle j'étais. Vous savez, quand vous fréquentez ou quand vous êtes en contact avec une personne qui rayonne l'amour, c'est sûr. Il faut être un peu maso pour dire je ne veux pas de ça. C'est vrai. Mais que parce que mon âme avait besoin de réparer certaines transgressions que j'avais de par mes mémoires d'âme, c'était important que ça se fasse dans mon cadre et avec les personnes que j'ai attirées justement, qui venaient me demander justement certaines choses en lien avec cette réparation-là. Je ne pense pas que si j'étais restée dans le cadre d'Aruna, j'aurais pu le faire. On va terminer sur la zone d'eau. Oui. Alors, vous parlez de l'eau, hein, EAU, bien entendu, et vous avez une définition, il y a l'anagramme de tous les mots. À chaque fois qu'il y a le mot M, c'est l'anagramme de quelque chose. O, c'est l'anagramme de quelque chose. Mais en fait, ça me vient comme ça. C'est-à-dire que je ne cherche pas, c'est quand je vois en fait, dans toute mon approche, tout ce qui est derrière, ce sont des guérisons de mes propres blessures qui ont été faites. Et à ce moment-là, il y avait la révélation qui arrivait. Alors, et donc, l'eau, c'est excellence authentique unique. Et cette excellence authentique unique m'est apparue, en fait, je veux dire que c'était la dernière pièce du puzzle qui est arrivée lorsque j'ai fait cet accompagnement à ma mère. Je découvre, en fait, une mémoire traumatique que j'avais transformée. C'est-à-dire, à 6 ans, j'ai sauvé la vie de mon petit frère. J'avais 6 ans et lui, il avait 3 ans. Il a failli tomber du 6e étage et je l'ai rattrapé. Et j'ai transformé cette réalité en disant que c'est moi qui avait failli tomber du 14e étage en voulant rattraper un bracelet auquel je tenais. C'est lorsque ma mère décède, quand mon père en parle, il parle des souvenirs. Vous vous souvenez quand tu avais... Puis moi, j'entends sans entendre. J'ai eu l'impression qu'à ce moment-là, je suis passée d'une réalité à une autre réalité. On va enterrer ma mère à Madagascar, on revient, je pose la question à mon petit frère, mais est-ce que tu te souvenais ce que papa dit là, est-ce que c'est vrai? Il dit, mais bien sûr, j'ai fait tes éloges toute ma vie. Deuxième choc. Le premier choc, c'était le fait d'avoir que mon cerveau ait transformé l'histoire.
Et le deuxième choc, c'était que mon petit frère avait fait mes éloges toute ma vie de cet acte fondateur. Il aura fallu attendre le départ décès de de ma votre mère maman pour pour qu'il vous dise ça. pour qu'ils me le disent et pour que je découvre que moi, j'avais transformé l'histoire pour pouvoir survivre à ce choc émotionnel que j'ai vécu lorsque je sauve la vie de mon petit frère. Sauf que ce choc émotionnel, il est positif. En fait, moi, je l'ai vécu négativement. Pourquoi ? Parce que c'était la peur. C'est-à-dire qu'au moment où je le sauve, bien évidemment, j'ai pas peur, puisque j'agis tout de suite. Si j'avais peur, je serais restée dans ma peur. Et mon petit frère, il me dit, je lui dis, mais toi, tu te souviens de quoi ? Il me dit, la seule chose dont je me souviens encore plus, c'est le regard, la peur que tu avais dans ton regard. Et en fait, c'est cette peur que j'ai transformée, que j'ai utilisée. On va dire, j'ai utilisé la peur en racontant une autre histoire pour pouvoir vivre cette peur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je comprends, oui, Pour oui. pouvoir vivre mon émotion de peur de perdre un être cher, il a fallu que je déplace l'histoire en ramenant l'histoire vers moi, en disant que c'est moi qui ai failli tomber. Sauf que cette histoire-là, vous avez dû quand même la raconter. Je racontais toute ma vie que j'ai failli tomber du 14e étage. Et c'était ça qui était vraiment choquant, de constater qu'en fait, on va dire mon cerveau, c'est pas un mensonge, mais c'était une transformation Oui, c'est ça, oui. de l'histoire pour ma propre survie. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Et du coup, j'ai compris pourquoi justement je suis efficace dans les cas d'urgence. J'ai toujours été une très bonne urgentiste. Quand je travaillais dans les services d'urgence, les médecins étaient contents quand c'était moi qui étais là parce que les résultats, ils les avaient rapidement. J'ai compris pourquoi les cas d'urgence, on va dire, c'est facile pour moi. J'ai compris pourquoi. Et là, j'ai pu me réapproprier justement ce manque de reconnaissance que j'avais de certains éléments de mon talent pour rassembler tout ça en un seul morceau. Et je suis passé du talent à l'excellence. D'où la zone d'excellence authentique, unique. L'eau. Encore une fois, cette eau. Les blessures originelles, les racines, les mécanismes, Oui. et tout cela, évidemment, ces méthodes profondes, exigeantes, structurantes. C'est passionnant, votre histoire, il faut écrire. Oui, ben ouais, il faut que je prenne le temps. J'ai commencé à écrire certaines choses, mais il faudrait que je me pose pour rassembler tout ça. Oui. Mais en tout cas, voilà, moi je pense que je suis très content qu'on ait fait connaissance et au travers de d'abord de votre parcours de vie, de cette prise de conscience que vous avez structurée pour pouvoir accompagner les autres. Et ça, je trouve que c'est fascinant. On va mettre autour de la vidéo tous les liens pour que vous puissiez rentrer en contact avec Doumoina. J'espère que j'ai bien dit. C'est ça. Je ne voudrais pas écorcher votre nom. Qu'est-ce que vous aimeriez, pour finir, qu'on retienne de vous ? L'humilité et la force d'amour. Vraiment, c'est quelque chose... Je pense que nous avons tous besoin d'amour. Tous besoin d'amour. Et que souvent, cet amour est mal placé parce qu'il est empreint justement de toutes ces blessures. Et faire le choix de devenir infidèle pour devenir un fidèle en 2 mots, c'est-à-dire fidèle à soi. Et c'est ça que j'aimerais que les personnes retiennent, c'est-à-dire que je suis une experte de l'infidélité en 2 mots. En 2 mots. Hein. En 2 mots. Hein. Voilà, donc, un le fidèle. sous-titrage en dessous, c'est un fidèle. Voilà. Hein, on est bien d'accord. J'accompagne les gens à devenir infidèles en 1 mot pour devenir infidèle en 2 mots, mais fidèle à cet amour de soi. Qui vous a transmis cet amour ? Votre maman ? Mes parents. Je dirais que ce sont mes parents, mes 2 parents, et ma mère particulièrement par rapport à cette matrice qu'elle a été, et toutes les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin qui m'ont accompagnée, et particulièrement Aruna Lipschitz, Diane Bellego, ou d'autres personnes qui ont été vraiment pour moi des piliers pour mettre à jour et reconnaître cet amour qui a toujours été dans mon histoire personnelle. Et j'ai la chance d'avoir eu, on va dire, une vie assez confortable, sans trop grands traumatismes. Et du coup, on peut dire que c'est facile, justement, quand on a pu avoir un cadre sécurisant de bienveillance, de pouvoir plus ou moins connecter avec le véritable amour. Bon, on n'a pas besoin d'aller à Madagascar ou au Congo, hein, ni au Brazzaville. Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Tout peut se faire à distance, en vidéo, j'imagine. Et surtout sur place, parce que voilà, dans l'eau, on a besoin d'être quand même en contact. Ouais. C'est ça. Merci infiniment. Merci. C'était passionnant beaucoup de vous recevoir. Merci. Doumoina, vous allez avoir tous les liens autour de la vidéo pour entrer en contact avec Doumoina. Et puis surtout, vous allez commenter avec bienveillance, évidemment. Partager comme il se doit. Et je trouve que cette émission est même plus qu'un index, plus qu'un référencement sur une plateforme. Je trouve que cette émission, elle est à revoir plusieurs fois pour justement peut-être digérer aussi votre approche. qui peut avoir des notions abstraites. Oui. C'est vrai.
Pourtant, c'est très concret. Pourtant, c'est très concret. Mais quand on verbalise des actions, ça peut sembler parfois un peu abstrait. On est d'accord. Vous savez, c'est comme ces grandes phrases où on entend faut parler avec la dimension du cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais vous le faites si bien. Merci infiniment. Merci. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Merci à tous.